Alors, nous, dans nos études de médecine, on a eu 30 pages sur la pilule, 15 sur le stérilet, 3 lignes sur les méthodes naturelles, comme quoi c'était pas fiable et pas vivable. Point. Ça nous a pas empêché, nous, de nous former, et ailleurs que pendant nos études. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a une méconnaissance au niveau de la formation originelle, même s'il y a un désir de connaître, puisqu'il y a une thèse en 2007 d'une interne en médecine générale qui a fait sa thèse sur qu'est-ce que savent les médecins, les internes en médecine générale sur les méthodes naturelles. Je ne sais plus le chiffre, mais c'était vraiment très ténu ceux qui savaient quelque chose. Est-ce qu'il y avait aussi qui voudraient en savoir plus? Et 80% disaient, mais on aimerait en savoir plus, parce que si on rencontre quelqu'un qui nous demande des informations, on est incapable de leur donner. Et donc, voilà, il y a un désir d'eux, mais la formation ne suit pas. En tout cas, par les canaux officiels aujourd'hui. La formation à l'université est quand même très formatée, d'une part. Ensuite, les rares promoteurs ou les rares experts en la matière, faut bien le dire, sont assez brimés dans ce domaine, malgré les publications internationales, émanant aussi d'auteurs français, mais parce qu'il y a un tabou idéologique quand même derrière. Et puis il faut sortir un peu de cette vision franco-française, où en France, il y a quand même ce tabou idéologique, mais dans d'autres pays, les gens sont dans un certain pragmatisme en fait. En Allemagne, il est possible de faire soit un master, soit un diplôme d'université sur ce sujet-là, ça existe. Aux États-Unis, c'est pareil. Aux États-Unis, il y a une université qui est promotrice et fondatrice d'une méthode qu'on appelle naprotechnologie, mais là qui vise à promouvoir une aide à la procréation, mais qui est fondée sur l'observation du cycle de la femme et aussi l'examen du mari, et pas uniquement la promotion d'une méthode technique. Donc c'est possible ailleurs dans le monde. En France, il y a un vrai problème, mais qui, je pense, est d'ordre idéologique quelque part, et que l'on peut passer en se fondant peut-être, sans doute, sur la raison et sur des arguments scientifiques, entre guillemets. Mais je pense qu'il, pour l'instant, il est assez illusoire d'envisager une campagne à grande échelle. Mais ça passe beaucoup par la conversion personnelle. On a une amie qui est gynécologue et qui était une gynécologue installée en ville, mais comme tous les gynécologues installés en ville, et qui petit à petit fait un chemin qui est d'abord un chemin personnel et qui aujourd'hui a complètement changé son point de vue déjà, a changé sa méthode de consultation et qui travaille maintenant je dirais en collaboration avec Hélène, parce que et avec d'autres. Et avec d'autres d'ailleurs, mais parce que elle s'est rendue compte du bien fondé. Mais malheureusement, c'est surtout le bien fondé humain d'abord, malgré les arguments scientifiques. Oui, je crois. J'ai pas de réponse à l'équation en quelque sorte. Hein. Je pense aussi qu'une consultation pour expliquer les méthodes naturelles, ça prend plus d'un quart d'heure, ce dont disposent aujourd'hui pratiquement les généralistes. Ça demande plus de temps, et puis quelque part, c'est déléguer son pouvoir au couple qui gère lui-même sa fertilité, qui n'a pas besoin de l'intrusion de quelqu'un. Et donc, déléguer ses pouvoirs au couple qui devient le responsable, on a un peu de mal quand on est médecin, quoi, parce que voilà, il faut délivrer une ordonnance ou quelque chose, et voilà. Mais c'est vrai que pour beaucoup de couples disent que ils sont autonomes. Il n'y a pas d'ingérence extérieure finalement au cœur de leur intimité, où ils sont responsables par eux-mêmes et n'ont pas besoin d'une prescription ou de quelque chose. Enfin, c'est au cœur de ce domaine le plus intime de leur vie. C'est vrai que quelque part on se dit mais pourquoi finalement ça a été médicalisé autant à outrance? Ça, c'est une question. On a des explications, mais pour l'instant on n'a pas encore de solution. Il y a 2 semaines, j'ai discuté avec un médecin espagnol qui, dans un hôpital universitaire à Madrid, a mis en place une consultation d'aide à la procréation par l'observation des cycles, comme on en a un peu parlé. Et les résultats qu'elle obtenait étaient meilleurs que ses collègues du bureau d'à côté, qui, eux, étaient dans le circuit normal d'AMP. D'assistance médicale à la procréation. Oui. Et en Espagne, le tabou idéologique est à peu près similaire à la France, parfois même plus fort dans certains domaines. Eh bien, elle nous racontait que devant ces bons résultats,
le résultat de ces bons résultats est qu'elle s'est fait virer en fait, parce que elle présentait une méthode qui n'était pas chère, qui était efficace et qui en plus rendait heureux les gens et que les autres se sentaient dépossédés de la technique, du pouvoir et de l'argent aussi quelque part. Et on en est là aussi parce que le marché des produits contraceptifs est un vrai marché sur le plan financier, avec évidemment un poids de lobbying divers et variés. Et quand on leur présente une méthode à 100 balles qui coûte 2 euros, quoi, enfin, là on a un argument qui fait qu'on fait pas le poids. J'aurais une vision qui est paradoxalement optimiste, moi, parce que le comportement des malades est en train de changer complètement, puisque on est passé d'une ère paternaliste sur le plan de la relation médecin-malade vers la promotion, voire l'exaltation de l'autonomie des malades. Et donc dans la relation médecin-malade, on est en train d'évoluer vers ça, et je pense qu'il n'y a pas de raison pour qu'à un moment ou à un autre, ceux qui consultent revendiquent une autonomie aussi dans ce domaine. Et je ne sais pas quand ça va arriver, mais c'est l'impression que j'ai. Et par contre, il est important de faire toujours du lobbying, de continuer à parler ça sur le plan de la raison pure, je dirais. Ensuite, sur le plan de la vie dans l'Église, eh bien, il faut en parler à temps et à contre-temps, parce que c'est une bonne nouvelle, mais parfois c'est pas entendu comme étant une nouvelle bonne. Vous voyez ? Et c'est très important d'annoncer la bonne nouvelle, y compris dans ce domaine, et surtout dans l'Église. L'important, c'est qu'on n'intervient pas techniquement sur ce lien, techniquement et volontairement. Ce lien, pendant les périodes fertiles, il n'y a pas de relation sexuelle. Si on ne veut pas d'enfant, bien sûr. C'est-à-dire pendant ces périodes-là, c'est une autre manière de se manifester son amour. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'aime plus ou qu'on fait chambre à part. On pourra en parler. Vous voulez dire quelque chose ? Je ne sais pas, j'ai envie simplement, vous me corrigez. Moi, je ne dirais pas amour et vie. Je dirais la finalité de l'acte sexuel, de la donation de corps, c'est plaisir et transmission de la vie. Et c'est ça qui nourrit l'amour. Et donc, lorsqu'on décide consciemment en couple que ce n'est pas le moment par respect, etc., l'amour, il est vécu autrement. Et c'est aussi dans le respect de l'un et de l'autre que se nourrit l'amour. Voilà. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Ça tombe bien. Non, mais oui, voilà. J'ai pas dit plaisir et j'aurais pu dire, j'ai dit à un moment donné amour et plaisir. Le plaisir, il n'est pas tout le temps forcément au rendez-vous. Enfin, on pourra en reparler, mais en tout cas chez la femme. Donc c'est pour ça que des fois, c'est pas forcément ça qu'il y a à mettre en avant. Et puis le plaisir, il vient couronner, je dirais, l'acte conjugal. Il n'est pas un but en soi. Donc il faut faire attention aussi quand on parle de ce terme-là, il me semble.